Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui va être consacré au service de remplacement. Donc, pour cela, on a trois invités. Simon Ossem, tout d'abord, qui est agriculteur, qu'on a installé avec FEV, et je vous dirai deux mots sur FEV tout à l'heure. Donc, Simon a également été agent au sein du service de remplacement. On accueillera aussi Laurent Ducret, qui est vice-président du service de remplacement, s'il arrive à se connecter, ce que j'espère fortement, et Baptiste Catalan, qui est chef de projet au service de remplacement. Voilà, alors peut-être en introduction, en quelques mots, je vais vous présenter FEV. Donc FEV, c'est une structure de l'économie sociale et solidaire. On installe des agriculteurs sur des fermes conduites en agroécologie. Donc, on a deux outils principaux pour cela. Tout d'abord, Lagrange, qui est une plateforme qui rassemble toute une série d'outils qui facilitent pour les agriculteurs la concrétisation de leur projet d'installation. Donc, sur cette plateforme qui est gratuite d'accès, vous pourrez retrouver des informations pour se former, des idées d'ateliers ou de modes de fonctionnement. Vous pouvez rentrer en contact avec d'autres porteurs de projets, trouver des fermes et au global, structurer votre projet d'installation pour le rendre plus crédible auprès de l'ensemble des interlocuteurs que vous pourrez rencontrer dans tout ce parcours du combattant, donc que ce soit les banques, les SAFER, les chambres d'agriculture et beaucoup d'autres. Et notre deuxième outil, c'est une foncière solidaire, donc qui collecte de l'épargne citoyenne et qui nous permet d'acheter des fermes et de les mettre à disposition d'agriculteurs avec un projet en agroécologie et un système assez innovant de location avec option d'achat, donc un bail de longue durée assorti d'une option d'achat que l'agriculteur installé peut exercer à tout moment. Voilà pour cette introduction. Et je vais laisser la parole peut-être d'abord à Simon pour qu'il se présente, et ensuite Baptiste, et si il nous a rejoint entre-temps, ce sera ensuite à Laurent de se présenter. Donc Simon, je te laisse la parole. Bonjour à tous, moi c'est Simon Ossem, je suis installé depuis mai 2023 grâce à FEV en Mayenne sur une exploitation qui produit des noisettes et depuis l'installation j'ai rajouté un atelier d'engraissement de bœuf jerseyais pour des raisons de complémentarité et de diversification sur la ferme. Voilà. Et Laurent, Baptiste. Oui, bonjour à tous. Non, Alors, pardon, Catalan Baptiste. Baptiste, je suis chargé de mission et d'études pour Service de remplacement France depuis maintenant 3 ans et j'ai en charge différents dossiers, dont la gestion prévisionnelle de l'emploi et des études CASDAR qui nous permettent voilà, de faire le point sur notre réseau et de partager les informations à l'intérieur auprès de nos structures. Très bien, merci Baptiste. Je ne crois pas que Laurent nous ait encore rejoint. Donc, tant pis, je me reposerai un peu sur toi, Baptiste, pour répondre aux questions qui, je l'espère, seront nombreuses sur le service de remplacement. Mais on va commencer dès à présent sans lui. Donc, Baptiste, peut-être en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est exactement le service de remplacement Oui, bien sûr. et quelle est sa vocation? Oui, alors le service de remplacement, c'est une association qui permet aux chefs d'exploitation de pouvoir s'absenter de leur outil de production. Et pour cela, du coup, les services de remplacement vont déployer des salariés agricoles pour maintenir l'outil de production. Et donc, les motifs de remplacement vont du congé, paternité, maternité, de loisirs, jusqu'à droit au répit, maladie, accident. Et on passe aussi par le mandat professionnel, donc pour exercer d'autres activités à côté. Alors, quand on parle de remplacement, c'est de la courte durée, de la longue durée. Ah, bah ça va dépendre du motif et aussi de la volonté du chef d'exploitation à quitter son exploitation pour une courte période ou une longue période. On a des remplacements très succincts pour des petites tâches comme une traite le dimanche matin, par exemple, ou un congé maternité, et ça va s'étendre sur plusieurs mois, ou maladies qui malheureusement vont contraindre la personne à s'absenter bien plus longtemps. Ok, très bien. Alors du coup, un des objectifs aussi de ce webinaire, c'est de voir comment le service de remplacement
pour un jeune agriculteur qui serait pas encore tout à fait prêt à s'installer, peut être aussi un tremplin pour l'installation et donc permettre de monter en expérience. Donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'intérêt justement pour un jeune agriculteur de commencer à avoir une installation, d'avoir une expérience via le service de remplacement? Alors, moi, c'est d'un point de vue voilà, très théorique, très global. Après, Simon va sûrement détailler davantage, mais les remontées qu'on a, c'est que les services de remplacement vont permettre aux individus de se confronter à une réalité et de voir les différents chemins technologiques et de production qui existent, et du coup de se faire une véritable idée très concrète de ce qu'ils veulent faire ou ne pas faire sur leur exploitation. Voilà. Très bien. Et alors, est-ce que c'est accessible à tout le monde, ce service de remplacement? Du coup, je suis totalement inexpérimenté, je peux postuler ou il faut un minimum d'expérience ou de formation? Alors, les services de remplacement, c'est actuellement 300 structures au niveau national, parce qu'on a encore des structures de remplacement locales. Donc, chaque structure a sa politique de recrutement qui va un peu différer, mais globalement, les services de remplacement sont ouverts à tout le monde. Bien évidemment, en fonction de vos compétences, vous ne pourrez pas aller sur des exploitations de certains types. Si, par exemple, on parle d'un remplacement longue durée en totale autonomie, il faudra un bagage technique qui le permette. Par contre, si vous souhaitez effectivement rentrer, mettre un premier pied dans le monde agricole, ou vous souhaitez rendre service à votre voisin ou autre, vous voulez faire par exemple des traites, et ben, malgré votre inexpérience, le service de remplacement peut vous proposer des remplacements dans un premier temps avec un agent plus expérimenté pour monter en compétences et réaliser ces tâches. Et au fur et à mesure, vous prendrez de l'expérience. Bien évidemment, les services de remplacement ont à cœur d'avoir des salariés expérimentés, mais la demande est telle que parfois ce n'est un luxe qu'on ne peut pas s'offrir, et bien évidemment, le recrutement est ouvert à tout le monde. Ok, parfait. Et du coup, est-ce qu'il y a des démarches particulières si on veut postuler en tant qu'agent? Non, alors ça va pas du tout. Vous avez différents moyens de postuler. Vous pouvez vous rapprocher de votre structure la plus proche, donc soit départementale, soit locale, avec votre CV et bien évidemment de la motivation. C'est souvent ça qui nous a remonté de la part de notre structure. Les techniques, les compétences, ça s'apprend, mais voilà, l'appétence et de la être volontaire, c'est vraiment des facteurs qui rassurent aussi bien les chefs d'exploitation quand le salarié arrive que les structures pour s'engager avec eux. Ok, très Et bien. Alors, vous avez aussi le site internet, si jamais vous voulez, service de remplacement France, qui existe pour postuler auprès de votre structure départementale ou locale. très bien. On mettra d'ailleurs peut-être le lien vers le service de remplacement pour toutes les personnes connectées. Merci. Alors, je précise pour tous les gens qui sont connectés justement que vous pouvez poser des questions via le chat et voilà, je les relayerai au fur et à mesure de notre entretien. Merci Baptiste pour ces premiers éléments. Simon, tu peux peut-être de ton côté nous faire part un peu de voilà toi ce qui t'a amené à postuler au service de remplacement et à exercer pendant quelques temps le rôle d'agent. Oui, donc j'étais. Moi, je suis issu du milieu agricole et du coup, je connais le service de remplacement depuis que je suis enfant. Mon père, qui était producteur laitier, l'a sollicité pendant mon enfance, mon adolescence. Et ça a été un de mes premiers jobs d'été dès que j'ai pu être autonome au niveau transport. C'était d'aller travailler dans des fermes du secteur et puis de remplacer les agriculteurs, surtout quand ils partaient en vacances, parce que donc c'était des boulots que je faisais pendant les vacances scolaires et certains week-ends. Donc c'était des périodes où les agriculteurs partaient en vacances. Voilà, donc c'est comme ça que je suis venu à travailler au service de remplacement et je trouvais ça, on pouvait faire beaucoup d'heures. Donc, on pouvait avoir des salaires assez intéressants à la fin de chaque mois. Enfin, C'est-à-dire que est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée ça ce que m'arrivait ça de pourrait faire des fois représenter? 2 fermes dans la même journée. En été, par exemple, quand il y avait pas du tout assez d'agents de remplacement pour répondre à tous les départs en vacances. Et du coup, ça m'arrivait de faire 2 fermes dans la même journée et puis
d'enchaîner les journées de 10 heures avec un jour de repos par semaine. Ce qui n'était pas vraiment, je pense que c'est plus trop possible de le faire maintenant. Baptiste peut-être précisera. Il y a eu beaucoup de cadres de mis depuis. Moi, ça fait quand même quelques années que j'ai pu pratiquer le service de remplacement. Et du coup, il y a eu des cadres de mise sur notamment le respect des durées légales de travail. Et moi, ça m'arrangeait enfin, le fait que ça a été plus laxiste quand j'étais là-bas, c'était quelque chose qui m'arrangeait. Et je me posais même pas la question de la durée légale de travail. Je savais que en été, je pouvais gagner 2 fois ce que j'aurais gagné dans d'autres endroits si j'avais travaillé ailleurs. Et du coup, c'était vraiment quelque chose d'intéressant dans ce sens-là. Ok. Ouais, à la fin du mois, tu avais une bonne feuille de paye. Ouais, il y avait la fatigue qui allait avec, quoi. Bon, ok. Aussi bien physique que mental, parce que c'est un boulot qui est très demandant. S'il y a une grosse charge mentale, faut pas y aller en se disant c'est facile. On a quand même la responsabilité d'une ferme et on doit savoir faire le travail. On doit apprendre à faire le travail en un temps record, quoi. Donc c'est très exigeant quand même comme travail. Ok. Et tu sélectionnais un peu les fermes sur lesquelles tu souhaitais aller ou le type d'atelier ou c'était vraiment en fonction des besoins locaux? Je sélectionnais, quand j'étais étudiant, je sélectionnais pas parce que on m'envoyait surtout sur des départs en vacances de fermes laitières et j'avais pas, Ouais. enfin, je demandais rien du tout et ça m'allait très bien comme ça. Ensuite, j'ai fait des périodes plus longues entre certains voyages. En fait, je revenais travailler au service de remplacement et, euh, et pendant ces périodes plus longues, j'étais à plein temps au service de remplacement et donc ils me mettaient sur des fermes des fois où j'aurais moins, enfin, sur des types de travaux où j'avais moins d'affinité, sur des fermes porcines par exemple ou ce genre de choses et bah, j'avais pas forcément le choix. Mais plus je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de besoins de main-d'œuvre, plus j'étais exigeant et plus je disais que je voulais aller dans certaines fermes, quoi. Ok. Et ce qui te permettait aussi de toi d'anticiper un peu sur les parcours, le type de parcours agronomique qui t'intéressait pour ta propre installation? Ouais, c'était surtout, il y avait des endroits où je voulais aller le moins souvent possible. Donc, typiquement, les élevages hors sol, quoi. Ouais, je comprends. Ok. Et du coup, après pas mal d'années de recul et maintenant que tu es installé, pour toi, quels sont les principaux acquis que tu as pu avoir lors de ces expériences? Qu'est-ce qui te sert vraiment aujourd'hui avec ce recul? Et j'ai pu voir beaucoup de fermes différentes. Et quand je découvre une nouvelle ferme, j'aime toujours essayer de la comprendre dans son système de façon globale. Et du coup, j'ai vraiment essayé d'analyser enfin, beaucoup de fermes, de comprendre comment elles fonctionnaient. Et ça m'a vraiment aidé par la suite à savoir ce que je voulais faire, ouais. Euh, à faire des choix, savoir ce que je voulais pas faire. Des fois, tu tombes dans des endroits où il y a des pratiques que toi, tu veux pas reproduire. Et puis, ça donne de la confiance aussi de savoir que, en fait, on peut, en tout cas en termes de travail, du travail physique sur la ferme, on est capable de tenir la ferme sans parler après de tout ce qui est administratif, etc. Et puis de planification du travail. Mais en tout cas, on peut tenir la ferme. Donc ça donne confiance en soi aussi, je pense. Ça m'a donné confiance en moi. Et du coup, dans ton cas très, très précis, sur ton installation avec des noisetiers et du bovin, est-ce que tu dirais que ton expérience en tant qu'agent t'a permis de repenser ton modèle, de le redéfinir ou de l'orienter peut-être un peu différemment de ce que tu aurais fait sans cette expérience-là? Ça m'a conforté, ouais, parce que je savais que je voulais avoir des bovins en système pâturant et du coup aller sur des fermes où on était plutôt en système maïs et affouragement à l'auge,
ça m'a conforté dans le fait que moi, je voulais vraiment marcher dans les champs et bouger des clôtures plutôt que de conduire un tracteur tous les jours pour, euh, pour alimenter les animaux. Donc, dans ce sens-là, après, la particularité de mon installation, c'est que les noisetiers, c'est plutôt une opportunité qu'un souhait de base, où en fait, il y avait une ferme avec des noisetiers qui avait un gros potentiel et qui était un superbe outil de production. Et du coup, les noisetiers, c'est l'opportunité qui a fait ça. Et ça n'a rien à voir avec le service de remplacement là, sur ce côté-là, du coup. Ok, ok. Mais du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le côté confiance Ouais. fait que t'as pas eu peur vraiment de reprendre ce type d'exploitation, même si a priori, tu n'étais pas formé au départ pour ça. Bah, c'est le fait d'être au service de remplacement. Bon, bah, ça dépend des régions, mais on voit souvent beaucoup de choses différentes. Et même quand on fait les mêmes ateliers, enfin, par exemple en Mayenne, c'est beaucoup d'ateliers bovin-lait. Eh ben, le travail, il est très disparate d'une ferme à l'autre, quoi. Enfin, les organisations du travail, les outils. Donc, quand tu es au service de remplacement, tu conduis toutes les marques de tracteurs, tu utilises tous les outils différents. Et rien que ça, déjà, pour apprendre à atteler des S'adapter? outils, voilà, s'adapter, c'est hyper important. Ouais. Ok, très bien. Je crois que Laurent nous a rejoint. Oui, bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, j'ai encore un souci de caméra, alors décidément, Bon, bah, au moins on t'entend. déjà, vous m'entendez, donc Peut-être heureusement. Laurent, tu peux te présenter en quelques mots et puis j'ai une première question à te poser du chat. Ok, écoutez, je m'appelle Laurent Ducré, donc je suis agriculteur, producteur de lait en Haute-Saône, région Bourgogne-Franche-Comté. Je suis vice-président des services de remplacement France, mais également président de mon département et de ma région. Donc voilà, je connais pas mal les services de remplacement. On n'en connaît jamais à fond tous les départements, mais on commence à avoir un peu d'expérience sur Très le bien. sujet. Alors, une première question pour toi, Laurent. C'est Charlotte qui pose la question. Quels sont les types de contrats de travail qui sont proposés aux agents? Alors les agents, les types de contrats de travail, ça va du CDD à la mission au CDD standard, on va dire, ou CDI, CDI intermittent. Il y a un peu quand même toutes les possibilités, en fait, suivant les missions, suivant aussi le souhait du salarié et de l'agent de remplacement, hein, puisque aujourd'hui, il y en a qui décident, enfin, qui ne décident pas d'aller jusqu'au CDI. Donc, c'est la liberté de chacun. Bien sûr, il y a des possibilités énormes aujourd'hui de pouvoir accueillir des agents de remplacement en CDI, un peu Ok, partout en du France. coup, tous les contrats sont bien signés avec le service de remplacement et c'est le service de remplacement qui met ensuite le salarié à disposition de différents exploitants, c'est ça? Tout à fait. C'est exactement comme ça que ça se passe, puisqu'on est on est en dire en tripartite, hein, donc oui, l'agent de remplacement signe bien avec le service de remplacement, l'association de remplacement même. Puisqu'on vous rappelle que c'est des adhérents qu'on remplace, hein, donc quand on remplace des adhérents, il y a une mise à disposition et un transfert de responsabilité vers les adhérents. Ok, bah, tu peux d'ailleurs nous en dire un peu plus là-dessus, sur cette partie responsabilité, sécurité, quels sont les dispositifs qui encadrent ça pour, voilà, en cas de problème? Oui, oui, ben voilà, on va pas dire qu'il n'y a pas de problème, hein, c'est comme ça, c'est dans le travail, c'est un peu partout. Donc, alors comment que ça se passe? En fait, comme je vous l'ai dit, les adhérents, ils sont adhérents. Nous, on n'est pas une société prestataire qui vient avec des salariés et puis qui a une entière responsabilité. Là, la responsabilité, elle est partagée. Elle est transférée. Du moment qu'il y a ordre de mission chez l'adhérent, l'adhérent devient responsable du salarié, puisque indirectement, en étant adhérent, il en a un petit bout. Donc c'est comme ça que hein, on partage un salarié, un agent. Et du coup, en fait, il y a deux types de cas qui vont se poser, hein. Si, en général, c'est l'assurance de l'adhérent qui doit faire foi, puisqu'il a sous sa charge, sous sa responsabilité l'agent. Mais par contre, effectivement, de temps à autre, quand il y a des salariés on n'a pas donné les bons salariés aux bons adhérents, voilà, qu'il n'a pas respecté les tâches, il arrive que le service de remplacement
fasse marcher son assurance de responsabilité. Je prends un exemple type, hein, dans l'élevage, la mamite, ça c'est courant. Ça c'est courant. L'agent, enfin une mamite, une vache en mamite va au tank. Si l'adhérent n'a pas identifié la vache, donc bien donner les consignes, parce que on a aussi ce problème-là, c'est que les agriculteurs ne sont pas formatés encore à 100% pour donner les consignes. Donc en fait, dans ce cas-là, c'est l'adhérent qui n'a pas donné les bonnes consignes, donc ça ne marchera pas. Par contre, s'il a bien identifié la vache sur des bracelets à la patte, au tableau, bien donné les consignes, puis que notre agent il fait une Lourde. bêtise, hein, Mmh. Mmh. là, la responsabilité du service de remplacement sera engagée. Et du coup, c'est l'assurance, c'est l'assureur du service de remplacement Il marche, qui oui, indemnisera. voilà, OK, c'est très comme bien. ça se passe. Merci pour cette réponse. Sur les catégories, alors je ne sais pas si on peut vraiment définir, en tout cas de manière globale, un type d'exploitation qui recourrait plus aux agents de remplacement, mais voilà, est-ce que par région, il y a vraiment des recours qui se font plus sur tel ou tel type d'exploitation, ou est-ce que c'est relativement homogène à l'échelle du territoire? Ben, en fait, effectivement, le service de remplacement, on va dire que la plus grosse partie, c'est quand même dans l'élevage. Notamment l'élevage laitier et allaitant, mais notamment l'élevage laitier qui vraiment, c'est une astreinte journalière dans le lait. C'est notre grosse partie du service de remplacement, mais pas que quand même. On va chez les céréaliers, on va chez les viticulteurs. Je veux dire, voilà, selon les productions par territoire, forcément, si on va dans le sud, région PACA, on va pas arriver avec énormément d'élevage. Donc forcément, ça sera plutôt de la viticulture, de l'arboriculture. Voilà, donc comme de toute manière on est présent sur tout le territoire, et il y a pour tout le monde, quoi. Je veux dire, voilà, on intervient sur tout type OK. d'exploitation. Très bien. Une question de Gaspard sur le chat, qui nous demande comment se déroule un peu la prise en main de l'exploitation pour un agent. Est-ce qu'il y a forcément une période d'accueil par l'exploitant en place qui va permettre de transmettre les instructions et de monter un peu en compétence sur l'exploitation? Est-ce que ça peut se faire sans personne sur l'exploitation, donc on est un peu livré à soi-même? Comment concrètement ça se passe? Bah, en fait, dans les faits, sur le papier, il faudrait effectivement, hein, il faut une prise de consigne en amont de la mission, hein. Alors, on va dire que normalement, suivant les départements, parce que ça, c'est quand même à charge de chaque association de mener sa politique comme il le souhaite. Mais enfin, nous, SR France, on travaille aussi à monter en compétences, à faire mieux. Donc, c'était au moins faut accueillir, dans le top du top, il faut quand même accueillir l'agent soit le jour avant, la veille, une heure ou deux, voilà, on dit une heure ou deux de consigne avant, minimum. Ou alors si c'est une grosse exploitation que c'est difficile, je prends le cas pour parler pratique, une semaine de vacances, l'exploitant il prend une semaine de vacances. Il n'a jamais eu l'agent, en général c'est une journée avant au minimum. Voilà. Euh, le top, c'est ça, quoi, hein, qu'ils viennent une journée avant avec l'exploitant. Mais en fait, il n'y a pas de règle à ça. On essaye de faire pour le mieux, mais il n'y a pas de règle. Voilà. Et Ok. effectivement, quand les agents ils arrivent dans les exploitations et qu'il n'y a pas de prise de consigne, mais enfin, en général, c'est qu'il y a un autre associé. Voilà, ça, en fait, voilà. Sauf, oui, évidemment, urgence extrême où voilà, il y a un accident ou autre sur l'exploitation et le remplacement doit se faire au pied levé, j'imagine. Ben, je vais vous partager une petite anecdote, s'il n'y en a pas une, sur mon département, justement, juste avant la visio. Ma collaboratrice de département m'appelle, et on a un administrateur en plus qui a eu un accident assez grave par voiture. Alors, c'est un ancien agent de remplacement qui a fait 13 ans en CDI, qui, par son parcours, qui a trouvé une ferme dans ses missions, qui s'est installé. Malheureusement, il a eu un gros accident. Ça va, il n'est pas gravement blessé, mais je veux dire, voilà. Alors, comment que ça s'est passé? C'est que le planning, il a bougé. Nos responsables planning dans les départements, ils sont en permanence en train c'est un accident, c'est du pied levé, il a fallu décaler des salariés, reprendre un salarié sur une mission qui était
moins importantes pour leur mettre sur un accident. Ça, c'est notre cœur de métier. Ça. Donc forcément, dans ce cas-là, bon, il y avait sa femme qui était encore là, donc ça va, mais je veux dire, on met un agent confirmé et voilà, qui a de l'expérience pour aller sur ce type d'exploitation-là. Et alors, je rebondis sur ce que tu disais, Laurent, et c'est peut-être une question pour toi, Simon aussi. Simon, est-ce que pour toi, c'était le fait d'être agent était aussi une possibilité pour identifier une ferme à la reprise? Ce que disait Laurent, voilà, c'est le cas qu'il citait, ça a été le cas. Est-ce que pour toi, tu l'envisages aussi comme ça, voilà, possibilité de rencontrer des agriculteurs et potentiellement de futurs cédants qui te permettraient, toi, d'anticiper une installation? Dans mon cas, non, mais j'ai beaucoup de collègues au service de remplacement qui ont fini par trouver une ferme par ce biais. Ouais. Mais personnellement, moi, je savais pas, quand j'étais au service de remplacement, je savais pas encore où est-ce que je voulais m'installer. Et puis, et du coup, j'étais pas dans une optique de trouver une ferme. J'étais pas Ok, prêt à m'installer, quoi. très bien. Et toi, Laurent, voilà, de ton expérience, il y a beaucoup d'agents qui trouvent leur ferme via ce remplacement, ces remplacements? Oui, oui, je pense que c'est. Alors, c'était pas courant avant, puisque si on regarde un peu l'agriculture comme elle est en train d'évoluer, hein, on avait beaucoup de fils d'agriculteurs ou vraiment de la famille qui reprenaient la ferme. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Donc, on commence à voir, enfin, Baptiste a peut-être plus de chiffres là-dessus, mais on commence à voir de plus en plus de cas où les agents de remplacement vont arriver à se faire un vivier d'exploitation et s'installer. Moi, voilà, on a perdu, nous, dans le cas que je vous dis, on a perdu un très bon agent CDI qui avait de l'expérience, qui savait. Bon, voilà, mais par contre, on est aussi fiers qu'il puisse s'installer. On est vraiment, le service de remplacement, c'est. Voilà, on est aussi fiers de ça, quoi. Euh, de pouvoir Oui, s'installer. Baptiste, Après, Baptiste, peut-être quelques Baptiste, chiffres? Alors, des chiffres exactement par rapport à cette question, non, on n'a pas pu identifier malheureusement combien d'agents partent s'installer suite à leur expérience. Alors, dans des fermes où ils ont travaillé. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on a des remontées des agents qui, à force d'aller de ferme en ferme, bah, vont développer un réseau. Comme a soulevé Simon, c'est un travail extrêmement demandeur techniquement, mais aussi sur le facteur humain. Vous êtes à chaque fois à la rencontre de chefs d'exploitation qui ont des besoins, des attentes. Vous finissez forcément par discuter et par échanger. De là, les projets peuvent émerger, ça nous arrive. Il y a des demandes de collaboration, de reprise qui se font. Un chiffre qui peut être intéressant, c'est que sur le profil moyen, c'est 41% des agents de remplacement qui souhaitent s'installer suite à leur expérience au service de remplacement. Donc ça reste quand même un chiffre important. De là, on peut forcément imaginer que le contact humain bah, fait le reste et le réseau va se développer. Et beaucoup de personnes qui travaillent en tant qu'agent de remplacement comptent sur justement ce réseautage pour s'installer par la suite. Merci. Surtout, pour Oui. rebondir là-dessus, surtout qu'on rentre sur des missions vraiment quand même de type social, très humaine, hein, maternité, paternité, c'est le cas, hein, quand il y a un heureux événement, ils reviennent au café, la maman avec l'enfant ou le papa. Malheureusement, sur des événements aussi bien malheureux, hein, sur des suicides, sur des. Voilà, on a le cas, et du coup, les personnes qui restent sur l'exploitation, ben, ça se fait comme ça, on est dans l'émotion, dans le social, donc forcément, on rentre un peu dans la famille, donc quand ça colle, quand ça match, eh ben voilà, il y a des propositions. C'est ce qu'il y a eu sur mon salarié que je vous parle, mon ancien agent voilà, qui est parti pour s'installer. Oui, d'ailleurs, oui, ça peut être des propositions d'installation pour la reprise de la ferme ou juste d'association. L'association, bien sûr, bien Ouais, sûr. ok. Très bien. J'ai une question du coup sur la partie peut-être géographique. Simon nous disait qu'il ne savait pas encore exactement où il voulait s'installer, mais du coup, comme les services de remplacement sont plutôt à l'échelle départementale, est-ce qu'il y a possibilité pour un agent d'être sur plusieurs départements, aller sur d'autres zones? Comment ça se passe? Bah, en fait, SR France, on peut partir, parce qu'en fait, quand on veut postuler, bien sûr, on a des antennes départementales partout avec des collaborateurs ou collaboratrices.
On amène un CV, tout ça, mais on a aussi le site SR France où on peut déposer une annonce. Et je crois que, Baptiste, si je ne m'abuse, on a toute la carte. Enfin, on peut déposer une annonce sur le site de SR France. D'ailleurs, ça marche pas trop mal là-dessus. Donc, oui, oui, celui qui veut bouger, voilà, le jeune qui veut bouger, qui veut dire, ben tiens, moi je suis du Nord, mais je veux plutôt aller dans le Sud, c'est faisable peut-être par le site, voilà, d'annonce. Pour un peu étayer ces propos, dans le cadre d'une étude qu'on mène sur le genre, j'ai pu interviewer des agentes et par exemple, j'ai rencontré une agente qui, dans son département, va de service local en service local pour justement découvrir un peu chaque structure et toutes les fermes de son département. Et j'en ai rencontré une autre qui a pour projet de faire le tour de France en étant agente de remplacement et qui compte du coup aller de département en département pour se faire. Il faut savoir que c'est aussi, je voulais revenir sur la question de Gaspard, on est vraiment une association, donc on peut largement discuter avec nos structures en tant que salariés parler de son projet et notre structure sont ensuite largement capables de se mettre en contact et justement de faire passer le dossier, de prévenir et d'aménager ce genre de projet. Tout comme la discussion et le dialogue est un élément clé entre adhérents et structure. Typiquement, un adhérent qui n'a pas qui n'a pas pensé son travail pour la transmission de consignes, etc. Le jour où il a besoin d'être remplacé au pied levé, ça va être plus compliqué que s'il avait pris le temps en amont de recevoir des agents, de présenter sa ferme et de penser son travail euh, pour un remplaçant. Très bien. Moi, je peux ajouter Oui, quelque vas-y, chose Simon. là-dessus. Euh, il y a, en Mayenne, je ne sais pas si c'est le cas partout, mais en Mayenne, il y a des journées d'obligation. Les adhérents, ils doivent embaucher un certain nombre de jours par an les salariés. Dans les périodes creuses, en général, il y a des périodes, notamment quand il n'y a pas de vacances, si jamais il y a une période où par chance il y a moins d'arrêts, les salariés permanents du service de remplacement doivent toujours avoir un nombre d'heures garanti. Et du coup, le service de remplacement, enfin les adhérents en fait, le service de remplacement oblige les adhérents à faire des journées d'obligation. Et du coup, il y a des adhérents qui anticipent les journées d'obligation et qui prennent des agents pour pour justement se dégager plus de temps. Donc, il y en a qui prennent des agents pour partir plus souvent ou pour faire des chantiers qui n'ont pas l'habitude, enfin, qui peuvent pas faire seuls. Et ça permet de aussi transmettre la ferme, comme dit Baptiste, enfin de transmettre les connaissances à avoir sur la ferme. Ouais, oui. Non, mais ça, c'est l'idéal, ça. Quand il y a des creux, ben, en fait, ça, c'est à la main vraiment des départements ou des associations même locales, puisque on a des départementales, mais on a aussi des associations locales, hein. Comme, voilà, on en a encore hein, qui sont locales, notamment, par exemple, chez moi dans le Doubs, il y a 17 services locaux quoi, qui gèrent vraiment leurs salariés, quoi. Fédérés en département, mais c'est quand même par canton, vu le nombre d'éleveurs et d'agents, ça se fait en canton. Donc ça, c'est à la main des départements, mais dans l'idéal, c'est ça, quoi. C'est boucher les trous. Faudrait que les adhérents puissent prendre au moins une fois par an, même s'ils l'utilisent pas, mais on va dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une partie qui adhère au service de remplacement sous forme de garantie, d'assurance, en s'assurant, en se disant en cas de coup dur. Mais on a des adhérents qui n'ont jamais pris le service de remplacement. De moins en moins, hein, on va dire. Hein. De moins en moins, parce qu'aujourd'hui, avec les motifs sociaux, maternité, paternité, les congés, le crédit d'impôt qu'on a d'ailleurs qui a été reprolongé jusqu'en 2027, c'est intéressant. Donc, les gens commencent à partir en vacances, quoi. On va dire que les vacances, c'est 30-35% de l'activité aujourd'hui. Très Donc, bien. Une question intéressante là dans le chat à propos de l'hébergement. Donc, il y a Charlotte et Marion qui posent la question. Donc, comment se passe le logement pour ces agents, surtout s'ils sont un peu loin. On citait le cas de l'agente qui a fait le Tour de France, mais même plus localement. Comment ça se passe sur l'hébergement? Est-ce qu'il y a des contrats négociés entre le service de remplacement et les agriculteurs? Comment ça se passe?
Non, mais pour ça, effectivement, on n'a pas grand-chose, puisque là, on a quand même une petite révolution quand même à tenir quoi, sur le logement. On en parle, le logement, la mobilité, c'est les gros enjeux de demain dans l'emploi. C'est pas propre au service de remplacement, mais effectivement, peut-être qu'il va falloir, on en a déjà parlé un peu très légèrement, mais pour l'instant, on n'a rien mis en place sur le logement ou la mobilité. Sur la mobilité, ça sera peut-être plus facile. On commence à avoir des départements qui mettent des voitures de service. Voilà, parce qu'il y a aussi ça quand même. Hein, on prend en compte les générations qui arrivent ou que de toute manière ils arrivent sans un euro dans la poche, ou ils n'ont pas forcément de voiture, hein, contrairement à nous, que les parents nous aidaient pour acheter une voiture. Donc tout ça, il faut qu'on le prenne en compte et ça, c'est le gros travail de demain, la mobilité, le logement. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas, voilà. Et comment ça se passe concrètement, bah, typiquement dans l'élevage, hein, s'il y a des vélages de nuit ou autre, enfin, faut que l'agent soit présent sur place 24 heures sur 24. Comment ça se passe du coup? C'est libre négociation entre l'agriculteur en place et l'agent pour savoir comment on va. Souvent, oui, c'est encore comme ça que ça se passe. Après, voilà, nous, dans nos contrats de travail, il y a des heures de nuit s'il fallait. Hein. Par exemple, maintenant, ce qui se passe, il y a comme une révolution par exemple, dans la traite robotisée, hein, où le cas de l'alarme de robot, hein, que les exploitants sont en vacances. En fait, c'est la négociation entre l'agent et le chef d'exploitation, puisque même si il y a alarme, on a des téléphones, moi qui ai des robots, 70-80% des pannes, j'arrive à les résoudre depuis mon téléphone, quoi. Donc, c'est au souhait de l'adhérent. Après, c'est des coûts financiers à l'adhérent, quoi, hein, qui sont répercutés. Voilà. Après, s'il est vraiment en panne, puis que l'agent est obligé de revenir, oui, c'est prévu dans nos contrats, quoi. Il y a aussi, si c'est des départs en vacances, en général, les exploitants, ils partent pas dans les périodes où il y a des vélages ou Oui, voilà, oui, des agnelages ou autre chose. c'est ça. Si c'est des arrêts maladie, souvent, il y a de la solidarité avec des éleveurs aux alentours. Euh, En général, enfin, c'est de Ça se moins en passe moins bien. vrai, mais il y a les parents, il y a le père qui fait des tours sur la ferme. Moi, en tant qu'agent de remplacement, j'ai jamais eu à me lever la nuit pour des vélages parce que, il y avait toujours quelqu'un qui avait été désigné par l'agriculteur, qui était un proche ou un voisin qui s'occupait de le faire. Mais ce que dit Simon, c'est vrai que c'est encore rare, nous, qu'on rencontre nos agents. Voilà, on fait des rencontres annuelles. La plupart, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de sortie, mais il faut le prévoir. C'est prévu quand même dans les contrats de travail. Et puis, euh, c'est aujourd'hui, c'est comme ça, mais demain, comment que ça sera? C'est ça qu'il faut travailler, quoi. Nous, c'est notre travail de demain, c'est se projeter dans l'avenir. Quand il n'y aura plus les parents, qu'il n'y aura plus de voisins, voilà, c'est à travailler, ça. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Je veux revenir, moi, sur tu parlais de mobilité et de logement, Laurent. Je pense qu'il y a un problème qui est plus global, qui touche pas que le service de remplacement, mais qui touche la main-d'œuvre agricole en général. Et ça touche en plus, derrière le revenu agricole, c'est la revalorisation des salaires, et notamment des exploitants, mais aussi des salariés agricoles. Et tant qu'on n'aura pas réussi à faire ça, on aura des problèmes de recrutement. Tout On à fait. devra aller chercher des gens qui sont potentiellement loin, donc on devra fournir peut-être des véhicules Mm, de fonction où on devra payer les frais de déplacement, parce que quand on est agent de remplacement, on est payé de nos frais de déplacement quand on a notre voiture, on est mm. remboursé de nos frais de déplacement. Et du coup, moi j'ai l'impression que on fuit un petit peu cette question-là. C'est pas vraiment le sujet aujourd'hui du webinaire, mais je pense que c'est vraiment une question qu'il faut se poser et on devrait tous militer dans ce sens-là parce que le fait que le travail n'est pas bien valorisé, on a des coûts derrière qui sont invisibles, qu'on ne voit pas forcément tout de suite, notamment le transport, Oui. notamment potentiellement le logement demain, et notamment le déficit d'agents et le déficit de main-d'œuvre en général dans le milieu agricole. Mm. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Sur les salaires, de toute manière, nous, on est sous convention collective, voilà, qui est nationale d'ailleurs, avec
des paliers, tout ça. Nous, on a vraiment incité nos départements à jouer le jeu parce que, voilà, on sait bien que le salaire, malgré que ça n'arrive pas en numéro un, le salaire ne fait pas tout hein, dans une entreprise, dans une association. Non. Mais ça fait quand même partie des choses qu'il faut que nous, à SR France, on s'occupe. On a fait des relevés de tous les départements. C'est Baptiste, d'ailleurs, on l'a fait il y a guère que 3 semaines, un mois, où que nous, on veut enquêter vers nos départements quel est le niveau de salaire qu'ils donnent à leurs agents de remplacement. Et moi, enfin, on va être très à cheval là-dessus, et parce que si on veut récupérer des salariés, il Il faut faut les y payer. apporter du salaire bien sûr, mais c'est pas que du salaire. Hein, une appartenance à un groupe, parce que l'agent de remplacement, c'est quand même le métier le plus dur des salariés agricoles. Il faut se le dire, il doit s'adapter tous les jours, enfin au moins à chaque mission, à chaque personne différente. Enfin, c'est un métier quand même assez exceptionnel. Et jusqu'à là, il a été quand même mis un peu dans l'ombre, ce métier d'agent de remplacement. Et c'est pour ça que ça fait 3 4 ans, on a commencé ce concours d'agent de remplacement lors des terres de gym pour vraiment montrer ce métier d'agent de remplacement. Et plus on le montrera, plus on aura des bons salaires, euh, plus on donnera une reconnaissance, plus on attirera des gens. Et Et c'est un alors, peu notre but. Charlotte pose justement la question, ben, est-ce qu'il y a une fourchette de salaire? Est-ce que c'est très variable d'un département à l'autre? Et moi, au-delà de ça, je vais être un peu provocateur, mais si ça paye bien d'être agent en remplacement, est-ce que on n'a pas le risque que ce soit un service pour les exploitations qui vont bien et toutes celles qui ont un peu de difficulté ne pourront pas se payer bah, des agents? Oui, oui, oui. Alors, sur les salaires par rapport au territoire, pour dire oui, il y a des endroits que ça paye mieux que d'autres, mais c'est pareil, il n'y a pas de règle puisque c'est une gestion par département, mais voilà. Alors, On chez va dire toi, que les kilomètres sont payés. Il y a pas, personne n'a embauché en SMIC, quoi. Il n'y a pas de SMIC dans les et services de alors chez remplacement. toi, dans le Doubs, ils sont payés combien, par exemple, C'est les la même agents? chose, même si j'ai l'accent du Doubs. Hein. Oui, ils sont payés combien, les Eh agents ben, chez toi? moi, on va dire que vu comment, l'enquête qu'on a fait au niveau des Serres France, je me suis reconnu comme un des mieux, enfin, qu'on paye le mieux les salariés de France. C'est là que je l'ai vu sur la carte, quoi. Parce qu'on a joué le jeu de la Et convention collective. Les tarifs, alors là, c'est pas moi qui fais les payes, mais franchement, l'autre coup, j'ai eu une réunion des agents. Quand j'y ai dit ça, ils m'ont tous répondu, on n'est pas malheureux. Et non, c'est. Voilà, je pense qu'on peut toujours faire mieux, mais c'est. Alors, pour donner la fourchette, avec les kilomètres, tout, il y a des fois, ils touchent 2 500 3 000 euros, quoi. Il y a Voire des fois plus, quoi. le- Je au sais pas, ni- sinon, tu as peut-être plus l'habitude. Moi, je vois la masse salariale, mais je vois pas les salaires voilà, en tant que président. Alors moi, je vais pas parler des salaires maintenant parce que ça fait très longtemps que j'ai Oui, bah pas oui. été au service de remplacement. Moi. Mais par contre, sur le risque que seuls les agriculteurs riches puissent être remplacés, c'est un peu limité par le fait que il y a sur les arrêts maladie, par exemple, si la ferme est bien couverte, c'est l'assurance qui paye au moins une grande partie de l'arrêt maladie. Donc, comme l'assurance, elle est obligée de payer un certain nombre d'heures, si on revalorise la convention collective, l'assurance, elle ne pourra pas dire, ah ben non, moi je ne peux pas payer autant d'heures, elle payera les heures au niveau de la convention collective. Et il y a même des exploitants qui ont des heures payées pour qu'ils puissent partir en vacances dans leur complémentaire lié à la ferme, etc. Donc je pense que revaloriser le salaire, c'est pas, faut pas en avoir peur. Je pense que ça peut que faire du bien. Là, on parle du service de remplacement, mais ça fera du bien à l'agriculture en général, parce Tout à qu'aujourd'hui, il y fait. a un déficit de main-d'œuvre partout en agriculture. Et, et ça fera du bien à l'agriculture, même ça fera du bien aux agriculteurs, parce que si on revalorise le salaire des salariés, au bout d'un moment, on se dira ben, comment ça se fait que les salariés gagnent plus que les Oui, agriculteurs. Et du coup, il y aura vraiment quelque chose derrière. Il y aura des réactions. Enfin, faut voir le problème dans ce sens-là. On fait souvent du plus nivellement par le vertueux. bas. Et,
et à un moment, enfin, ça fait des dizaines d'années qu'on fait du nivellement par le bas, ça marche pas. Enfin, on voit bien que le Oui, revenu, il y a toujours des problèmes de revenus. Donc, si on essayait le nivellement par le haut, je pense qu'on aurait des bonnes surprises. c'est une très bonne analyse. Exactement. Pour peut-être un peu compléter ce qui a été dit, encore une fois, c'est difficile de donner un chiffre voilà, pour les salaires parce que vraiment chaque département a sa vision, sa politique. Et comme a dit Simon, en fonction du déploiement, si vous travaillez les dimanches, si vous faites les traites, etc., ça peut être du simple au double. Après, voilà, on a fait une enquête, ça va en salaire brut de 14 euros et quelques centimes jusqu'à une vingtaine d'euros de l'heure. Donc, vous voyez, on a vraiment c'est très grand, c'est très large, mais comme a dit Laurent, on pousse, nous, au niveau national, à payer plus que le SMIC, bien évidemment, au salaire horaire. Certaines structures ne jouent pas le jeu, mais ils vont pas jouer le jeu, par exemple, pour des étudiants et tout ça. Aussi, le profil auquel ils répondent va varier. Euh, voilà. Et Très puis bien, sur merci le, Baptiste. Oui, et si vas-y, on a encore Laurent. 2 minutes sur le risque que les agriculteurs les plus riches puissent se payer des agents de remplacement et pas les autres. En fait, nous, SR France aussi, c'est notre rôle hein, politiquement, c'est de gérer tout ça. On a poussé sur des crédits d'impôt remplacement, congés, donc on a 60%, maladie, accident, 80% sur 10. Alors c'est 17 jours, mais je veux dire, en plus de l'assurance, qu'on ramène encore 80% sur les 17 premiers jours de prise en charge du reste à charge, c'est-à-dire on enlève l'assurance de la journée et après on enlève 80% du reste à charge. Donc on va dire qu'il y a quand même des possibilités de se faire remplacer à bas coût et sur la formation aussi, qui est un enjeu, enfin, c'est un grand enjeu pour demain, la formation. 80% de prise en charge sur 17 jours. Je veux dire, on a des moyens de se faire remplacer pour se former, partir en vacances. Et la maternité, on a obtenu la gratuité il y a quelques années. La paternité, on avait fait un amendement qui a été retenu, la gratuité va arriver dans le second semestre de cette année. 25 jours. Donc voilà, on pousse toujours plus là-dessus. Donc, et sur le crédit d'impôt, on est aussi en train de pousser une avance du crédit d'impôt à 60% comme les assistantes maternelles. Ça, c'est mon souhait, c'est notre souhait. Voilà, ça, c'est le rôle d'une structure nationale. Merci, on va arriver là à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas pour les gens connectés si vous avez une dernière question. Et sinon, je vous demanderai à tous les trois un petit mot de conclusion. Voilà, qu'est-ce que vous recommanderiez aux jeunes qui veulent s'installer ou recourir éventuellement au service de remplacement pour monter en expérience? Est-ce que voilà, vous avez un petit conseil ou un petit mot à leur dire? Moi, si je peux, moi, je vais commencer. Moi, je pense que, vu l'expérience que j'ai eue et tous les jeunes qui ont passé par le service de remplacement, je suis sûr qu'il y en a très très peu qui regrettent ce passage-là. C'est une vraie école pour pouvoir s'installer, ou pas, hein, ou pour faire carrière, hein, parce qu'aujourd'hui, on va avoir des gens qui font carrière. Il y a différentes exploitations. Voilà, on l'a dit, c'est vraiment l'école. Alors au début, c'est peut-être un peu stressant, mais aussi on est là pour les accompagner là-dessus. Il y a des équipes dans tous les départements qui peuvent les accompagner. Ouais, c'est une vraie chance, je pense. C'est une vraie chance avant l'installation. Surtout que s'installer à 18 ans, je pense que c'est pas la solution, même si des fois ça peut arriver. Il faut mieux quand même passer par de l'expérience. Merci, Laurent, Baptiste. Un mot de fin, plutôt à destination des futurs installés. Effectivement, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service de remplacement parce que c'est un outil qui vous permet de repenser l'organisation du travail, c'est avoir du temps libre, c'est développer des projets en toute sérénité, c'est prendre des vacances et on sait que c'est un métier agriculteur qui peut être lourd et vous n'êtes pas tout seul face à cette charge de travail. Merci. Simon, pour conclure? Je réponds juste à une des questions auxquelles on n'a pas répondu. C'est Charlotte qui demandait si elle était en couple et du coup, Ah oui, pas être répondu. bien vu. Enfin, d'expérience, moi, en tant qu'agent de remplacement, je remplaçais souvent des couples. Et en général,
le travail est limité quand il y a des départs, à moins que ce soit un arrêt. Et du coup, si c'est un arrêt, bon, il y a peu de chances que les deux personnes soient en arrêt. Mais si c'est un départ en vacances, en général, le travail est limité vraiment à l'essentiel. Donc, on met plus de temps que le couple pour faire le travail. Voilà, mais on fait le travail des deux à un seul agent de remplacement. Pour conclure, je suis d'accord avec Laurent, c'est très formateur, c'est une belle école. C'est un métier qui est très, très exigeant, il faut vraiment insister là-dessus quand même. On, enfin, il a raison, Laurent, en disant que c'est le métier le plus dur de tous les métiers de salarié agricole. Euh, mais franchement, enfin, moi, j'ai appris tellement de choses et j'ai rencontré plein de gens qui m'ont appris énormément de choses. J'ai eu des beaux échanges enfin, pour la plupart des remplacements que j'ai faits, ça m'a conforté dans mon envie de m'installer. Ça m'a permis de préciser beaucoup de choses sur mon projet. Et donc, oui, si on a l'opportunité de le faire, enfin, ça peut être vraiment intéressant. Merci Simon pour ces derniers mots. Bon, il n'y a plus de questions du coup sur le chat. Donc ben, merci à tout le monde de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur le service de remplacement. Merci à nos trois intervenants Avec d'avoir plaisir. partagé leur expérience avec vous. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et puis peut-être l'opportunité la semaine prochaine avec le Salon de l'Agriculture de vous croiser physiquement puisque FEV y tiendra un stand. On passera vous voir, Merci. pas de Ben, souci. parfait. Merci à tous. Merci Très à bonne vous. fin de journée. Merci, au revoir.